C'est l'époque des hyper-vitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet jamais évoqué dans le podcast, les bandes dessinées. Alors comment la BD nous permet-elle de dire le monde, de raconter le monde d'une façon sensible et intellectuelle? Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Simon Rochepeau. Simon Rochepeau, bonjour. Bonjour. Alors Simon Rochepeau, vous êtes scénariste de bande dessinée. Vous êtes connu pour avoir travaillé sur des œuvres qui explorent des thèmes contemporains et engagés. Vous avez notamment publié une BD sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, intitulée « La ZAD, c'est plus grand que nous ». Une autre BD sur Ali Arkadi, l'homme qui en a trop vu en 2024. C'est l'histoire d'un journaliste kurde qui a suivi les forces spéciales irakiennes pendant les combats de libération de la ville de Mossoul en Irak. Vous racontez son expérience et notamment sa découverte des pratiques de torture et de la haine ordinaire en temps de guerre. Vous avez également consacré 2 tomes à la militante féministe ukrainienne Inna Shevchenko. Plus avant, en 2017, vous avez publié L'homme au bras de mer, itinéraire d'un pirate somalien, où vous retracez l'histoire de ce jeune pêcheur devenu un jour pirate et jugé à Rennes en 2013 pour détournement de navire par violence. Alors on va bien sûr revenir sur l'ensemble de votre œuvre au cours de ces 2 épisodes, mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'être scénariste de BD ? Être scénariste de BD, je pense que c'est déjà être curieux. C'est-à-dire que scénariste, ça veut dire aller sur plusieurs sujets. Je suis pas spécialiste dans un seul des sujets, mais c'est passer pas mal de temps à essayer de comprendre, déchiffrer des univers qui sont a priori assez éloignés, moi, de ma sphère personnelle, finalement. J'ai pas de formation, en fait, de scénariste de BD. C'est-à-dire que moi, je suis graphiste au départ. J'ai fait une école d'art appliqué. Et puis, au bout d'une vingtaine d'années, je me suis dit, putain, je vais pas passer ma vie derrière mon ordinateur à faire des logos, des choses utiles. Je sais pas si elles sont vraiment utiles avec le recul. Ou éphémères. J'ai envie de sortir de mon bureau et puis d'aller voir ailleurs, de rencontrer des gens qu'a priori, à travers mon métier, j'aurais jamais rencontré. Et le milieu de la BD, finalement, il est assez accessible. C'est-à-dire que assez ouvert, en tout cas au moment où moi je me suis lancé dedans. Et puis, je suis scénariste parce que je suis suivi aussi par mon éditeur futur, par Claude Gendreau, je voudrais le citer quand même, puisqu'il vient de partir à la retraite. Et il m'a fait confiance, en fait. C'est-à-dire que c'était pas dès le premier bouquin, mais au deuxième, là, sur le pirate somalien, il a lu. Il m'a répondu rapidement, il avait été touché par la lecture d'un scénario, qui n'était pas écrit comme un scénario d'ailleurs, qui était écrit plus comme un bouquin, et après je l'ai repris pour le scénariser. Parce que c'est un métier de pouvoir dialoguer. On n'écrit pas un scénario comme on écrit une thèse. Donc c'est un métier que je me suis approprié, mais aussi en travaillant avec Thomas Azuelos, qui était un dessinateur, pas le premier, parce que le premier c'était Lionel Chouin, mais Thomas Azuelos m'a donné des pistes pour commencer à scénariser, en me disant, moi ok, j'ai ton texte, mais là, je peux pas en faire une BD, il va falloir que tu rentres dedans, que tu fasses parler les gens, que tu écrives des dialogues, que je puisse moi m'approprier ton scénario. Mais tout ça, scénariste de BD, c'est pour dire est-ce que c'est un métier? Pour moi, ça l'est pas. Ça l'est pas pour une autre raison, c'est qu'on en vit mal. Et que moi, je passe énormément de temps à écrire, et que si j'avais pas justement ce métier de graphiste, je pourrais pas forcément vivre de mon métier de scénariste de BD. À moins d'en faire 3 ou 4 par an. Mais est-ce que j'aurais le temps d'aller chercher les gens, de passer tant de temps avec les gens pour faire des BD qui restent? Je suis pas sûr, en fait. En fait, vous scénarisez des vies qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Je pense bien sûr au journaliste kurde Ali Arkadi ou à la féministe féminine Inna Shevchenko. Comment vous faites pour travailler? Ça vient, encore une fois, ça vient des rencontres. Hein. Jusqu'à maintenant, ça vient d'interrogations que je me pose et je vais voir les gens. Alors ça marche ou ça marche pas, en fait. Pour le moment, ça a plutôt marché parce qu'avec l'expérience aussi, par exemple pour Ali, il a vu que j'avais bossé sur le pirate somalien. Il a vu que j'avais bossé sur les femelles. Il s'est dit, je peux peut-être quand même faire confiance à Simon Rochepeau pour qu'il fasse un bouquin sur moi. Enfin, je pense qu'avec les bouquins que j'ai maintenant, c'est un peu plus facile pour moi d'aller vers les gens. Mais quand j'ai commencé sur la ZAD, par exemple, j'avais pour le moment sorti qu'un bouquin et je me disais ils vont me prendre pour un charlot. Enfin, j'ai aucune légitimité en fait à aller les interroger. Aujourd'hui, quand je peux montrer les bouquins et le travail que j'ai fait, j'ai un peu plus d'assurance et de légitimité auprès des gens. Vous enquêtez, enfin comment vous enquêtez? Là c'est vraiment des récits de vie. Pour Inna, c'est vraiment Inna qui m'a ouvert les portes en fait aussi de sa famille. Pour la ZAD, c'est un peu différent parce que c'est un récit choral avec beaucoup de personnages.
Pour Ali, en fait, ma source principale, c'est quand même d'abord Ali, mais aussi quelques journalistes, Juliette Benaban, ses collègues de l'agence 7, un diplomate que j'ai rencontré aussi pour m'assurer de certaines choses, en fait. Et puis aussi de la documentation, énormément de documentation, c'est-à-dire que je me fie pas seulement à la parole ni d'Ina, ni d'Ali. Je vais aller chercher ce que les journalistes qui étaient en même temps que lui sur le front à Mossoul ont écrit, donc les journalistes du Monde, du Figaro, pas Der Spiegel parce que je parle pas allemand. Et pour Ina, c'est pareil, c'est aussi aller rencontrer d'autres femmes qu'elle, c'est aussi lire tout ce qui a été écrit sur elle, regarder un tas de films, de documentaires. Donc ouais, c'est un travail assez conséquent finalement. Vous diriez qu'en processus de création, ça vous a pris combien de temps? Bah en fait, je n'arrive pas à chiffrer ça puisque ça peut prendre beaucoup de temps. Pour Alice, c'était particulier par exemple parce que c'était tellement douloureux en fait qu'il me fallait pour me replonger dans ces photos, dans ces vidéos, il fallait que je laisse du temps, que je commence à écrire, je laisse ça de côté, je dessine aussi un petit peu, je fais des personnages, je dessine un petit peu je sais pas du storyboard, mais sur certaines séquences ça m'aide aussi à progresser dans mon écriture. Et puis quelquefois lâcher ça pendant 2 mois parce que c'est lourd à porter, travailler sur un autre sujet qui va pas forcément se faire, mais en tout cas ça libère un petit peu l'imaginaire et puis la conscience aussi. Et puis revenir, donc Alice a duré très longtemps en fait. Si on parle de ce travail-là, ça a été long parce que j'ai rencontré Ali une première fois au festival de Bayeux, je connaissais pas et je l'ai vu donc recevoir un prix prestigieux ce jour-là, ce samedi soir-là où il y a une remise de prix à Bayeux, et voir une espèce de stupéfaction un petit peu dans la salle, enfin quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'approbation. Et puis d'aller à un repas après où il y avait tous les journalistes reporters et j'ai vu Ali qui était tout seul à sa table avec sa femme et sa fille, sa petite fille en fait qui était portée par sa femme et bizarrement vraiment presque personne autour de lui pour le féliciter. Ça m'a paru une image étrange. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce gars-là, d'abord parce que j'avais envie de connaître le milieu du photoreportage, et puis aussi par sa personnalité à lui qui me semblait décalée. Et puis voilà, j'ai pris un premier rendez-vous, mais il était à Paris à ce moment-là, assez protégé d'ailleurs, et donc c'était pas forcément facile de mettre des rendez-vous parce qu'il y répondait pas forcément, donc c'était toujours 24 heures avant qu'il me disait ok, on se retrouve là dans tel lieu. Ça a duré pendant 1 an comme ça. Et puis un jour j'ai bloqué 3 jours en Bretagne où je l'ai convié à venir vraiment dans un coin reculé avec un interprète du coup. Et on a passé 3 jours ensemble où là je l'ai interrogé en fait. C'est bizarre de dire interrogé, mais j'avais beaucoup de questions et je l'enregistrais avec le traducteur et là j'avais vraiment toute la matière, toute la trame un petit peu chronologique que j'ai pu reprendre, retraduire après. Et ça a été encore 1 an finalement de travail. Alors, on est en 2019, donc fin 2019, j'avais fini une première version d'un scénario que j'ai pu lui faire lire, qu'il a validé ou amendé ou modifié légèrement et retravaille là-dessus avant d'écrire vraiment un scénario que j'ai pu envoyer à un dessinateur. Et comment vous expliquez sa relative marginalisation à ce moment-là quand il reçoit le prix ? Ouais, donc il faut se remettre dans son histoire. C'est-à-dire que Ali, photoreporter, il se retrouve sur le front de Mossoul pour libérer Mossoul de Daesh. Et il est ce qu'on appelle embedded, c'est-à-dire embarqué avec l'armée régulière irakienne, qui sont des gens qu'il connaît bien parce qu'il les a déjà suivis un peu quelques mois avant à Falloujah, au moment de la libération de Falloujah. Donc il y a une grande confiance entre eux. Et Ali les suit parce qu'il a envie de faire un reportage un petit peu à leur gloire, on va dire. C'est comme il en a fait un auparavant sur la libération de Falloujah, qui a été vu, qui a eu un certain succès médiatique. Der Spiegel, le journal allemand, lui commande un reportage sur la libération de Mossoul. Et Ali se dit, je vais m'embarquer avec mes amis, quoi, avec Omar et Nadar, j'ai un petit peu oublié les noms malheureusement, mais Omar Nazar, qui vont m'accueillir et je vais progresser avec eux sur le front de Mossoul. Et puis au fur et à mesure de cette progression, il se rend compte que une partie du régiment avec lequel il est embarqué pratique des tortures en fait sur les civils. Donc au début, il n'en est pas sûr. Il y a des bruits, enfin voilà. Et lui, il décide d'aller au bout un petit peu de cette démarche, de comprendre en fait ce qui se passe au sein de ce régiment. Il commence à prendre des photos, mais évidemment à jouer un double rôle et à être remarqué, il y a des soupçons à son égard en fait. Et il y a ce passage où il est piégé, c'est-à-dire que sur une scène de torture, Omar Nazar,
je sais plus, enfin, j'ai oublié le nom de Wider, lui demande de frapper quelqu'un qui est déjà torturé, attaché. Donc voilà, là, à ce moment-là, il franchit cette ligne rouge, il donne une claque, quoi. Et ça va lui arriver une autre fois après, c'est-à-dire que c'est une façon pour les soldats de le mettre de son côté. C'est-à-dire que maintenant il est piégé, il peut plus dénoncer une pratique à laquelle il a participé, quoi. Voilà, donc c'est une ligne rouge qui est infranchissable normalement pour les reporters sur un front de guerre. Et Ali, la pratique, il a fini finalement son reportage pour Der Spiegel, mais il continue à documenter en solitaire ces actes-là, et c'est ce qui va quand même lui être reproché après, parce qu'il prend un risque pour il est entre la vie et la mort pendant quelques jours, et c'est ce qui, au moment de Bayeux, le moment où il reçoit le prix, on va lui reprocher, quoi. On reviendra sur son histoire, parce que qui est assez passionnant, et d'ailleurs c'est fascinant de voir la confiance aussi que l'armée irakienne lui accordait pour lui ouvrir les portes sur les pratiques de torture complètement banalisées. Ouais. C'est assez fascinant. Ouais. Ça. Mais on en parlera un peu plus tard, mais avant ça peut-être, pour qu'on comprenne aussi encore un peu mieux l'univers de la BD. Donc vous collaborez avec des dessinateurs, vous collaborez avec Thomas Azuelos, Lionel Chouin, Dominique Hennebeau, Isaac Vence. Ouais. Comment ça se déroule la collaboration avec les dessinateurs, et à quel point vous participez à la construction de l'univers visuel de l'œuvre? Alors, en fait, je fais totalement confiance. Je laisse beaucoup de choix et de liberté aux dessinateurs. C'est-à-dire que certains scénaristes vont, par exemple, séquencer, voire même écrire case par case les actions. Moi, j'ai toujours estimé que le rythme de l'album, le rythme de lecture finalement, c'est-à-dire le lecteur, la façon dont il va s'approprier le livre, c'est plutôt du ressort du dessinateur. Moi, j'ai pas envie de le bloquer sur la façon dont il va s'approprier des séquences que j'ai écrites. Je préfère d'ailleurs être surpris par ce qu'il va me présenter. Alors des fois, je suis pas toujours d'accord. On apprend aussi évidemment de ses erreurs. C'est-à-dire que le premier bouquin que j'ai fait, je savais en le faisant, ça c'est limite et tout, mais bon, allez. Pas grave, on laisse passer. Sur le deuxième, je me méfie plus de ça. Je me dis non, si moi j'ai même un doute, il faut absolument lever ce doute et que ça soit hyper fluide et clair. Donc c'est des échanges avec le dessinateur, plus ou moins d'accord avec moi. Sur le bouquin d'Inna, ça s'est pas super bien passé avec le dessinateur, autant le dire. Par contre, sur le bouquin avec Ali, j'ai été complètement bluffé en fait par l'intelligence qui a mis le dessinateur au service de l'histoire. C'est-à-dire que je sais pas combien de fois il l'a lu, je sais pas comment. En fait, il m'a même pas fait de storyboard. Il m'envoyait des pages, 5 planches par 5 planches. Il était très lent par contre dans sa façon de travailler. Mais à chaque fois, il y a qu'une ou deux séquences qu'il a dû refaire, mais à très peu de choses. Mais à chaque fois, moi, ça m'a bluffé. Et je pense que c'est peut-être rare finalement parce que c'est une alchimie qui se passe entre le texte et l'image. Et c'était le dessinateur qu'il me fallait en fait pour cette histoire-là. Moi, ouais, ça m'a. Alors je sais pas. En fait, on maîtrise pas tout en fait. Hein. Il y a beaucoup d'intuition, quoi. Alors, vous avez travaillé sur des sujets quand même très différents. Je pense aux pirates somaliens devenus, aux pêcheurs devenus pirates, aux Femen, aux journalistes de guerre, à la ZAD. Qu'est-ce qui fait un peu unité dans vos choix de sujets et comment vous décidez de vous lancer sur la scénarisation d'une BD? Moi, j'ai envie de progresser aussi dans ma vie personnelle. Donc, comme je disais, bizarrement, je vais pas aller sur des sujets que je connais super bien. Curieux de choses peut-être les plus éloignées de moi et puis il y a le courage en fait, il y a je vais vers des gens courageux en fait, je pense, enfin Mohamed courageux ou exilé en tout cas. Mohamed en fait pour le pirate, c'est qu'il était jugé à Rennes et moi je comprenais pas pourquoi un Somalien et comment il puisse être jugé à Rennes. Ça après j'ai appris qu'il avait été attrapé par l'armée française et extradé vers des prisons françaises. S'il avait été pris par l'armée allemande, il aurait été jugé en Allemagne. Voilà, c'est des trucs. C'est en lisant des articles. Là, sur Mohamed, c'était un copain qui écrivait les articles de Ouest France. Et je lui posais plein de questions, mais il n'avait pas forcément des réponses. Donc le meilleur moyen, finalement, c'est d'aller voir directement à la source. Mohamed, je suis allé le voir les premières fois en prison. J'étais un petit peu J'allais le voir tous les 15 jours en prison, mais j'avais pas le droit d'amener un stylo ni une feuille, donc je mémorisais ce qu'il me disait. Je rentrais, j'écrivais ce que j'avais retenu. Je retournais, je vérifiais que j'avais pas écrit n'importe quoi. Enfin, c'était que des allers-retours comme ça. Je peux pas dire que Mohamed
je disais le courage, oui, sur Ina et sur Alice, et vraiment ce qui me fascine chez eux, c'est la force et le courage qu'ils ont, et les zadistes aussi en fait. C'est de s'opposer, c'est d'inventer un monde nouveau, de faire solidarité en s'opposant avec une sorte d'ennemi commun. Et puis c'est des jeunes, enfin des gens. Pourquoi moi je suis pas parmi eux en fait, alors que ça m'attire complètement, alors que peut-être que j'aurais aimé être parmi eux. Il y a une forme de frustration aussi peut-être. Enfin, je me projette dans des vies qui sont pas les miennes. Je m'approprie la vie des autres en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça, mais je vais aussi vers des gens qui n'ont pas voix qui n'ont pas forcément voix aux médias ou aux chapitres. J'essaye aussi de porter. C'est pas toujours le cas parce qu'Ina, elle a été très. Mais de trouver aussi derrière des carapaces, de parler vraiment d'aller vers l'humain, quoi, vers l'intime en fait. Nous, dans le podcast, il y a une question qu'on pose systématiquement. C'est quelque chose d'un travail important, même si on le sait, très approximatif. Si on devait qualifier l'époque, si vous deviez nommer l'époque dans laquelle nous vivons, quel serait le premier mot qui vous viendrait à l'esprit ? Passionnante. Franchement, ouais, passionnante. Hier ou avant-hier, j'avais ma fille au téléphone, elle a 25 ans, et elle était totalement démoralisée de l'élection de Donald Trump. Et elle me dit, en fait, moi, je veux pas d'enfant dans ce monde-là. Et moi, je lui dis, j'aimerais bien avoir 25 ans. En fait, je trouve que ce qui va se passer maintenant, au niveau de l'engagement, ça va être fort. Moi, j'avais pas ce sentiment en fait de monde qui bascule quand j'avais une vingtaine d'années. On était, je pense que c'est vraiment et ça rejoint aussi les thèmes que j'ai envie de défendre aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression qu'on était dans tout va bien, on se méfie de rien, et on nous a appris à être calme comme ça, à pas se méfier, à pas protester. Enfin, en tout cas, ma génération qui est d'après-guerre, quand je me dis quelle chance. Enfin, quand j'étais gamin, j'avais entendu l'Europe est en paix depuis 30 ans, record battu en fait. Elle n'a jamais été en paix depuis 30 ans, donc je sais plus, c'était dans les années 80. Et je m'étais dit, waouh, putain, quelle chance j'ai de vivre dans ce monde-là de paix, qui est pas une logique en fait, qui est exceptionnelle et qui continue, puisque maintenant j'en ai 20 ans de plus, quoi, ça fait. Mais et c'est ce que j'ai appris avec Ali, c'est qu'il me dit, mais ce monde pacifique, c'est pas une norme en fait. Lui, donc il dit, moi, mon monde, la guerre était mon quotidien, quoi. Je me dis, méfions-nous. Méfions-nous. Qu'est-ce qui fait qu'on va rester en paix ? Je pense que c'est une attention de tous les jours et aussi un engagement. Moi, mon engagement, c'est d'écrire, mais j'admire en fait. J'admire beaucoup les gens les zadistes par exemple, qui s'engagent dans d'autres formes de résistance. C'est vrai que le terme passionnant, pour qualifier l'époque, c'est un terme parfois un peu rare. Et moi, je suis assez d'accord avec vous, parce que en même temps que nous vivons des temps particulièrement sombres, je précise qu'on est en train d'enregistrer quelques jours après l'élection de Donald Trump, mais en même temps aussi, c'est un moment où toutes nos habitudes de pensée sont vraiment remises en cause. On a l'impression de vivre un peu un moment de bascule, à la fois intellectuel, mais bien sûr aussi dans notre rapport au monde. Justement, dans nos existences à chacun, on a toujours un peu des moments de bascule politique, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on arrête de baisser les yeux, on décide d'intervenir, enfin en tout cas on prend réellement en souci le monde. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu de bascule politique ? Bascule politique, alors il faut que je recherche dans mes mémoires en fait. Oui, moi je pense que c'est bon, il y en a plusieurs, mais je me remémore 2002 en fait, où on était tous effarés, on est tous descendus dans la rue parce que Penn était au deuxième tour, et là je me remémore, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans, les dernières élections, tu vois, où ça passe comme une lettre à la poste, j'allais dire en fait, où plus personne ne s'étonne de ça. Enfin, clairement, l'extrême droite, je la vomis, c'est-à-dire que pour moi tout sera bon pour lutter contre l'extrême droite, et j'en suis à me demander, même s'il fallait passer par la violence. Je rejoindrais des groupes violents, sans doute, si j'irais saccager des permanences d'extrême droite à Rennes. Je pourrais faire partie de ça, quoi. C'est la limite pour moi à pas franchir. Je suis hyper virulent là-dessus. C'est quelque chose qui me trouble énormément. Que Bardella puisse avoir sa gueule là dans les, enfin il l'aura pas, mais dans les faire sa pub pour son prochain bouquin dans les gares et tout ça. Enfin, c'est des limites qui commencent à être franchies, quoi. C'est ce truc entre la droite, ce rassemblement entre la droite un peu dure vers l'extrême droite et vice-versa, où les repères sont complètement brouillés, donc vers quoi je vire, vers la gauche ou l'extrême gauche, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut comme antidote à ça, mais s'il faut en passer par des solutions violentes, je pense j'en serais peut-être, ouais.
Vous avez choisi une musique de Florent Marchais de Justesse que l'on va écouter. Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. De justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages, en vitesse. Ne plus rien avaler et peser sans mal-être, on a laisse jeter, mais on ferme la fenêtre. De justesse. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Morito, glace pilée, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18. De justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés, parfois on a du bol, dans l'ivresse. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant, de rester vivant. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. Pourquoi avoir choisi cette musique, cette chanson ? J'aime bien Florent Marchais. D'abord, je pense que c'est un peu de ma génération. Il soulève depuis plusieurs albums un petit peu des interrogations générationnelles finalement. Et puis aussi parce qu'il écrit sur un peu la marge, c'est-à-dire la marge des grandes villes, les milieux périurbains, la campagne. Il a des chansons à texte assez fortes. Ce qui est assez rare finalement enfin à mon avis, je connais pas non plus tout le monde, tous les milieux, mais ces chansons, elles ont une portée un petit peu politique. Donc c'est ce que j'apprécie chez lui, ouais. Vous avez choisi donc la voie de la BD pour intervenir dans le monde, pour dire le monde, pour raconter le monde. Comment diriez-vous que la BD raconte le monde ? Qu'est-ce qui fait sa singularité et pourquoi justement c'est un objet absolument intéressant dans les temps qu'on vit ? On a des précurseurs en fait, c'est-à-dire que moi, mes références, c'est Joe Sacco, par exemple, qui est aussi édité chez Futuropolis, qui a documenté vraiment la Palestine. Il y a Spiegelman un peu plus loin. Alors, pour moi, c'est le médium de la BD. D'abord, je pense qu'il brasse assez large, c'est-à-dire qu'un gamin peut tomber sur une BD, a priori pas faite pour lui, mais il va tourner les pages parce qu'il est attiré par le dessin. Puis il y a justement cet objet en fait artistique aussi, c'est-à-dire que
Le dessin, c'est forcément touché à de l'art qui va rester sur les étagères. Il y a cet objet et puis le fait que le lecteur il puisse, contrairement à d'autres médiums, s'arrêter quand il a envie de s'arrêter, reprendre quand il a envie de reprendre, laisser tomber la BD, revenir plusieurs années après pour la lire. Enfin, tout ça, je trouve que ça en fait un objet important. Mais aussi parce que moi j'aime beaucoup regarder les gens dessiner aussi, c'est quelque chose qui me fascine. Le dessin me fascine. Et puis c'est le pouvoir de suggestion qu'a un dessin. Dans la BD sur Ali, on s'est beaucoup servi de suggérer plutôt que de montrer et de combler les vides que lui, dans son reportage photo, combler les vides qu'il n'a pas pu documenter. C'est-à-dire imaginer aussi ce qui s'est passé entre deux moments de sa vie et de pouvoir le transcrire en dessin. Voilà, c'est un tas de qualité de la BD. Ouais. Excusez-moi pour cette innocence sur la BD, mais c'est un marché important puisqu'en 2023 on a 75 millions de titres neufs de BD qui ont été vendus. Ça comprend les BD et les mangas. Selon Actu BD, les BD de genre, c'est-à-dire la BD franco-belge telle qu'on la représente, correspond à 15,8 millions de BD vendus. Donc dans le paysage de la BD, finalement, quelle place occupe les scénaristes engagés comme vous, c'est-à-dire donc, parmi les forces politiques qui sont un peu à l'œuvre dans le monde de la BD, vous diriez que ce type de BD que vous faites, ça représenterait quoi ? Pour qu'une BD existe, il faut qu'un éditeur s'en charge. C'est-à-dire que c'est un peu comme le milieu du documentaire ou du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une telle variété d'œuvres et de genres et on est de plus en plus nombreux. En tout cas, dans les années 70, ils étaient, je sais pas, peut-être 10 fois moins nombreux à faire de la BD. Donc il y avait quelques grands noms qui s'en sortaient, qui étaient rapidement connus, qui pouvaient vivre vraiment de leur métier. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si j'avais pas un métier de graphiste à côté, je ne sais pas si je pourrais faire que de la BD, et c'est le cas de beaucoup de dessinateurs aussi. C'est un métier très précaire, donc ça répond pas forcément à la question. Je sais pas quelle place ça occupe. Je sais qu'un éditeur comme Futuropolis, et il y en a d'autres, sont à l'affût de sujets de société ou historiques ou de bouquins vraiment entre guillemets d'auteurs, c'est-à-dire qu'ils défendent cette ligne éditoriale. Mais il y a aussi des éditeurs qui font des gros coups commerciaux. Il y a des éditeurs qui sortent 500 BD par an. Futuropolis, parce que je ne connais que Futuropolis pour le moment, n'en sort que 40, quoi. Ça veut dire qu'ils vont défendre sur du long terme 4 BD par mois. Ils vont s'appliquer à ce qu'elle ait une vie, mais d'autres vont lancer des BD, vont faire déborder les magasins de BD peut-être de BD insignifiantes aussi, ou enfin voilà, comme pour le cinéma. J'ai une question très triviale, mais donc vous avez un peu répondu en disant que c'est précaire en tout cas d'un point de vue matériel. Une BD comme les vôtres, ça se vend à combien d'exemplaires à peu près ? La ZAD 7000 et celle d'Ali à peu près pareil, entre 5 et 6 000 pour le moment. Mais en général, c'est 3 000, voire moins. Quand on passe 3 000, l'éditeur commence à être content parce qu'il a réussi à rembourser ses frais, j'imagine. Et au-delà, il sourit, quoi. Mais en dessous, il fait un peu la gueule. Très spontanément, et ça sera ma dernière question pour aujourd'hui. Quand on voit la BD, c'est vrai que ça ouvre à une possibilité de dialoguer avec un public vraiment très élargi. On prend cet exemple du gamin qui ouvre et qui est saisi peut-être par des dessins, qui est saisi, qui s'approche de choses sur lesquelles il ne s'approcherait peut-être pas de façon plus décidée. Est-ce que vous auriez un souvenir de l'accueil de votre BD, d'un moment, d'une rencontre dans laquelle en fait vous vous êtes dit c'est un beau moyen d'échanger? C'est marrant, c'est surtout quand mes proches, les amis m'en font un retour. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'à un moment, ils te découvrent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas cette partie de toi. Ils te lisent à travers la BD et puis ils te font un retour. Ouais, ça c'est hyper touchant. Donc je suis assez attentif à la façon dont mes proches vont lire mes BD. Simon Rochepot, merci beaucoup pour cet entretien. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre rencontre. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.